À la une, les femmes sont à l'honneur aujourd'hui en cette journée internationale pour leurs droits. Parmi les manifestations du jour, un lycée de Saint-Laurent a marqué cette date d'une rencontre spéciale. Nous verrons le portrait d'une femme dans quelques instants. Un médiateur ministériel pour entendre les doléances des personnels de santé. Il est de passage chez nous. Il participait ce matin à une table ronde avec des représentants syndicaux qui réclament plus de moyens matériels et humains pour la Guyane. Récit de cette rencontre à suivre. Près de 30 jours de grève et toujours pas d'avancée claire à la mairie de Matoury. Les grévistes ont quitté hier soir la table des négociations après l'entrée d'un syndicat opposé au mouvement. Explication à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, en ce jour, en ce 8 mars, l'occasion de la fête des femmes, en tout cas de leurs droits. C'est l'occasion de briser les clichés avec des parcours de femmes un peu atypiques. Nous vous présentions hier une femme chef de chantier. Aujourd'hui, c'est à la rencontre d'une conductrice de bus que nous partons. Une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux et qui a su se faire une place dans un métier plutôt masculin. Jonathan Lariot. Cayenne, la circulation est à son comble. Au milieu de tout ça, Yasmina se ferait en chemin. Conductrice de bus pour une compagnie de transport public, elle fait partie de ces femmes qui ont su se faire une place dans un secteur en grande partie masculin. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce métier-là, mais au point d'avoir beaucoup de discrimination, non, ça s'est bien passé. Parce que j'étais entourée de beaucoup d'hommes au sein du RSMA, parce que j'étais la seule fille justement à passer le permis et tout le temps c'était la vanne, des blagues et tout. Et moi c'était une manière de montrer qu'une femme aussi peut arriver où un homme arrive aussi. Donc c'était des concours en examen. En plus j'étais parmi les meilleurs, alors c'était un bonus. Mais mettre un pied dans ce monde d'hommes, se faire accepter de tous, n'est pas une mince affaire. Quand je venais de commencer, et puis je faisais la ligne 3 et je devais passer au marché, et puis il y a un véhicule qui me gênait. Et il y a un monsieur chinois qui s'est permis de me dire oui, ça n'a pas de métier pour femme, un métier pour homme et tout, laissez ça. Et un autre monsieur s'est arrêté et il m'a dit ne t'occupe pas. C'est bien une femme qui est au volant, il n'y a pas plus beau métier, c'est voir, regarder. Et si chaque jour amène son petit lot de tracas pour Yasmina, elle reste sûre d'elle et de sa position. Les mentalités évoluent. Autant que chauffeur, je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes aussi qui conduisent des bus. C'est un combat de tous les jours. Parce que nous, femmes, on doit le prouver chaque jour, chaque fois qu'il nous permet de le montrer, on le montre. Yasmina est peut-être jeune, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle sait se battre pour ce qu'elle veut. Une vraie femme jog. Je vous le disais, le 8 mars fait traditionnellement l'objet de diverses manifestations et initiatives pour les droits des femmes. Une lutte encore bien réelle aujourd'hui. Et en cette occasion, le lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent du Maroni a tenu une rencontre entre ses élèves et des femmes guyanaises au parcours inspirant. Une journée qui marque aussi pour eux le début d'un mois consacré à la réussite au féminin. Reportage. Pour la 10e année, le lycée Lumina Sophie de Saint-Laurent du Maroni organise autour de la Journée de la femme un parcours de rencontre pour les jeunes lycéens de seconde avec des femmes de Guyane issues de tous les milieux sociaux. Ce sont des femmes soit chefs d'entreprise, soit cadres dans une entreprise, soit des femmes qui ont des responsabilités politiques, un engagement citoyen. Associatif, donc on a l'association Femmes en devenir. On a aussi des femmes, pour la première fois des femmes de l'Institut Pasteur, donc des chercheuses, ingénieurs, et des femmes qui sont de tous les milieux sociaux. Donc ça c'est intéressant de montrer qu'un parcours professionnel, il se construit, il est difficile pour tout le monde. Si toutes ces femmes parlent de courage, de force et de persévérance aux jeunes, leur discours s'entend aussi bien pour les jeunes Guyanaises que pour les jeunes Guyanais d'aujourd'hui. Pour moi, la journée de la femme, c'est le jour où on honore la force, la détermination et le courage des femmes. Ça m'a fait voir que les femmes maintenant, on peut travailler dans tout, on peut être comme les hommes, placées en haute société comme les hommes, voilà. Des femmes de pouvoir quoi, en gros.
L'éducation et la réussite dans les études apparaît être la clé pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Les jeunes en sont de plus en plus conscients. Leurs questions posaient surtout sur le sens à donner aux études, savoir comment faire pour réussir, qu'est-ce qu'on appelle l'excellence. Et là, vraiment, la cinquantaine de jeunes que nous avons vus aujourd'hui, garçons et filles, je pense que ce sont des jeunes qui vont s'ouvrir un petit peu vers les études supérieures parce qu'ils ont pris conscience aujourd'hui que c'était demain l'inauguration de l'Université de la Guyane. Et je puis vous dire qu'entre il y a 2 ans et cette année, j'ai constaté qu'on a des jeunes qui sont beaucoup plus responsabilisés par rapport à leurs études. Ça m'a fait énormément plaisir de le constater. Ils ont l'impression qu'on est dans un monde où tout s'en va, où il y a la violence, où ils n'ont pas beaucoup de chance. Et ils sont persuadés qu'à notre époque, que c'était différent. Mais nous avions d'autres problèmes. Nous étions éloignés des centres de formation. Nous n'avions pas des livres comme ils en ont aujourd'hui. Nous n'avons pas la masse d'informations qu'ils ont aujourd'hui. Donc nous leur avons dit que de toute façon, certes, il y a des difficultés, certes, il y a de la violence, mais qu'eux peuvent travailler aussi autour d'eux pour qu'il y ait moins de violence. Dans le reste de l'actualité, les personnels hospitaliers de Cayenne montent au créneau. Ils ne digèrent pas les annonces faites par la ministre de la Santé lors de son voyage éclair dans le département. Un médiateur du ministère a pris la relève. Il est en Guyane pour quelques semaines. Il participait ce matin à une réunion avec des représentants syndicaux et des associations d'usagers des hôpitaux. Des discussions à bâton rompu autour d'une urgence, celle de moyens financiers et humains supplémentaires pour l'hôpital. Xavier Paul Lepelletier. Le dialogue, oui, avec Delpech, c'est non. Plus question pour les représentants syndicaux du char de traiter avec leur direction actuelle. Il y a un très très gros malaise, une absence totale de confiance entre le directeur de l'hôpital actuel et tout l'ensemble des personnels. Et au-delà de cette souffrance d'un seul hôpital, c'est la souffrance de tous les patients potentiels que nous sommes sur le département. Nous sommes là dans le cadre d'une défaillance de l'autorité publique par défaut de pilotage, c'est la santé. Donc il faut absolument que nous contribuions à la remettre un petit peu sous de meilleurs auspices. À la place de leur directeur, c'est une oreille privilégiée venue tout droit du ministère qu'ont trouvé ce matin les représentants. La réunion ce matin fait partie des premiers contacts établis par Madame de Singly lors de sa mission d'accompagnement auprès de nous pour réunir tous les acteurs de l'hôpital. Ce matin, c'était l'intersyndicale, CFDT, FO, l'UTG régional et aussi une association représentant les usagers qui ont pu tous s'exprimer librement. Priorité, donner une ambition au char digne des besoins de la population guyanaise. In extenso, de l'argent pour créer un CHU. On le disait autour de la table, on était tous d'accord pour dire qu'on n'était pas comptable, mais la première enveloppe budgétaire qui était aux alentours des 30 millions est très loin d'être suffisante. On pense plutôt voire au triple. Mais bon, ça c'est dans la semaine, on va évaluer un petit peu nos besoins et donner un chiffre approximatif. Quant au personnel, ce qui est sûr, c'est que le premier plan proposait 109 lits supplémentaires, sans recrutement. Ça n'est absolument pas possible, évidemment. Pour les représentants des usagers, il est primordial d'éclaircir un certain nombre de situations pour pouvoir leur redonner confiance. Le fait que le personnel soit sur le fil du rasoir, mais l'erreur est vitement arrivée. On peut aussi reprocher par l'organisation des services. Trop souvent, une mauvaise prise en charge, un mauvais diagnostic. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pareil, tant qu'on ne va pas éclaircir la situation des médecins à diplôme étranger, en fin de compte, les gens seront toujours inquiets, il y aura toujours cette espèce de suspicion. Si désormais l'urgence de se mettre au chevet du char a été bien comprise des autorités, la première étape demeure de savoir comment régler les impayés de l'hôpital auprès de ses fournisseurs. En bref, maintenant, ce double drame à Saint-Laurent-du-Maroni. Un enfant est décédé suite à une noyade qui serait intervenue en fin d'après-midi hier. Les pompiers n'ont été alertés par les parents qu'après 22 heures à leur domicile où ils avaient ramené leur enfant. Et durant leur intervention, le père de la victime a tenté de s'empoisonner en ingérant des produits nettoyants. Il a été transporté aux urgences, mais ses jours ne seraient plus en danger actuellement. Il a même été entendu ce matin.
Déjà 27 jours de grève et toujours pas d'éclaircie dans le conflit qui oppose une partie des agents au maire de Matoury. Hier soir, les grévistes ont quitté la table des négociations sur un désaccord. 2 syndicats opposés à leur mouvement s'est invité aux discussions, des manœuvres inacceptables selon les grévistes. Voyez ce reportage de Mia Pierre. Le dialogue est encore une fois rompu à la mairie de Matoury. Hier soir, les grévistes ont quitté la table des négociations avant même que soient entamées les discussions. Pour cause, la présence de 2 centrales syndicales autour de la table, la CDTG et la CFDT. Les grévistes accusent le maire d'avoir voulu saboter les négociations en invitant ces 2 centrales qui ne se sont pas associées au mouvement de grève. Donc on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais été autour de la table, qui dénoncent même cette grève pour négocier avec nous. Donc le secrétaire général de l'UTG a dit qu'il n'avait jamais vu ça, que cette situation était intolérable, que le maire, j'ai envie de dire de manière évidente, ne veut pas négocier et crée en fait des polémiques, des buzz. D'ailleurs, pour la petite information, nous avons été filmés à notre insu. On n'était pas à peine sortis de la salle que déjà la vidéo était diffusée par le chargé de com de la mairie sur les réseaux sociaux. Donc quel est le but recherché du maire? Je ne sais pas, mais en tout cas pas négocier. On est tous fatigués, on est tous surpris de la non prise en considération de nos problématiques par un maire qui est de plus député. On a vu qu'il s'est mobilisé fortement pour des gens qui étaient en grève devant l'Assemblée nationale. Ces agents en grève depuis 27 jours et le monsieur ne daigne pas nous rencontrer pour négocier sérieusement. Aujourd'hui, le collectif des agents en colère demande que le médiateur nommé par la préfecture reprenne le pas et entame les discussions. De son côté, Gabriel Serville refuse d'assumer la responsabilité de cet échec des négociations. Le terme saboter est certainement encore une fois exagéré. Je crois qu'en tant que démocrate que je suis, il était important que je puisse entendre les voix des syndicats, notamment du syndicat majoritaire, d'autres syndicats qui sont représentatifs au sein de la mairie, alors que l'UTG n'est pas un syndicat qui a été élu, puisque l'UTG n'était pas présent lors des élections. Mon souci, c'était de faire en sorte que la voix de la raison soit partagée avec tous les syndicats qui sont censés défendre les intérêts des agents de la commune. Mais l'idée pour moi, ce n'était pas d'aller directement vers une négociation ouverte aux autres syndicats, c'était de pouvoir poser une base de réflexion pour que, une fois le protocole signé, que les syndicats qui n'étaient pas dans la grève n'aient pas envie d'aller le dénoncer auprès du tribunal administratif. La situation demeure dans une impasse à Matoury, et cela après 27 jours de grève. Toujours à Matoury, l'école élémentaire Maurice Belloni de Cognos-la-Mirande a dû être évacuée ce matin pour cause d'odeurs suspectes. 48 enfants indiquant se sentir mal ont été pris en charge sur place par le SAMU. Plus de peur que de mal, ils ont pu ensuite regagner leur classe plus tard dans la matinée. Pour le moment, on ignore toujours la nature et l'origine de ces odeurs ressenties dans l'établissement. Les précisions du lieutenant Michel Auguste et du maire de Matoury au micro de Mia Pierre. On a été appelé pour des enfants incommodés par une odeur suspecte. Et en arrivant sur les lieux, nous avons constaté quand même qu'il y avait au moins une quarantaine d'enfants qui se plaignaient de maux de ventre et de maux de tête. Donc ces enfants-là ont été pris en charge par le SAMU, qui d'ailleurs est toujours en train de les consulter. Mais apparemment, il y a plus de peur que de mal. Donc on a fait aussi des relevés qui s'avèrent négatifs. Donc à ce jour, on ne sait pas d'où vient cette odeur qui a incommodé ces enfants de ces établissements. J'ai fait le point avec le médecin du SAMU. Donc pour lui personnellement, il ne voit pas l'intérêt d'évacuer ces enfants après consultation bien sûr, d'évacuer ces enfants vers l'hôpital. Mais je crois qu'il va falloir qu'on pousse les investigations de manière très poussée pour que l'on soit sûr de pouvoir mettre l'établissement en toute sécurité. Alors je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. J'ai simplement relevé qu'au moment où je quittais la Matorienne pour venir en direction de Cognos, j'ai inhalé effectivement une forte odeur de gaz. Je pense qu'il va falloir qu'on mène l'enquête du côté de la station de lagunage de la CACL. Je ne l'affirme pas, mais c'est vrai que c'est une piste qu'il va falloir explorer de manière extrêmement consciencieuse. Restez avec nous dans quelques instants. Nous verrons la situation financière de la CTG. Plusieurs millions d'euros de déficit sur 5 ans pour la nouvelle instance. Et puis, nous ferons la découverte de la brigade des plongeurs de la gendarmerie de Guadeloupe. Une unité essentielle sur de nombreuses affaires de l'archipel. Reportage à découvrir dans quelques instants.
Nous vous en parlions avec le président de la CTG invité de notre journal hier. Plus de 100 millions d'euros de déficit, c'est le manque à gagner dont fait état le sénateur Georges Othily dans un rapport rendu public hier. Un lourd héritage des 2 anciens conseils généraux et régionaux auxquels la nouvelle collectivité doit faire face. Retour sur le contenu avec Xavier-Paul Lepelletier. 265 millions, c'est selon le rapport Othily la bagatelle que la CTG se doit de trouver à l'horizon 2020 afin de pouvoir s'auto-subvenir. 265 millions que la collectivité devra trouver seule et qui s'inscrivent dans une stratégie d'investissement de 600 millions qui devra être négociée avec le concours de l'État. L'année 2016 est une année, entre guillemets, où la collectivité peut fonctionner, peut difficilement investir, mais l'année 2017, de toute façon, elle ne pourra pas continuer comme ceci. Donc c'est l'année 2016 et l'année des décisions. Afin de pouvoir remédier aux dettes structurelles laissées par les 2 précédentes collectivités, il est indispensable de fermer les vannes de la dépense publique, majoritairement constituée par la masse salariale. Bien qu'indispensables, ces réductions devront s'accompagner de recettes. Ceci ne suffit pas. Très clairement, vu nos besoins, que ce soit en termes d'accompagnement de l'économie, en termes d'accompagnement du domaine social, de nos exigences également de soutien aux projets européens et autres, il faut d'autres types. Il faut aller sur des recettes nouvelles. Alors après, il y a toute une palette de pistes qui a été proposée par le sénateur. À la fois de taxer de la fiscalité du domaine foncier de l'État, pourquoi pas aller sur un impôt sur la consommation qui est en réflexion depuis l'année 2010. Pour moi, pour un technicien, il faut travailler à la fois sur la recette et sur la dépense. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de la collectivité, les possibilités sont nombreuses. Il reste donc aux élus de pouvoir s'accorder et se faire entendre auprès du gouvernement. Nous, en tant qu'élus, forcément, nous restons optimistes, malgré les résultats qui nous ont été dévoilés. Donc nous voulons faire en sorte que cette collectivité territoriale accompagne la Guyane à tous les niveaux, bien entendu. Mais surtout, nous allons nous mobiliser pour faire aussi le gouvernement prendre ses responsabilités. Absents lors de la remise du rapport, les élus de l'opposition s'exprimeront dans la semaine au cours d'une conférence de presse. On part en Guadeloupe maintenant pour découvrir l'unité de plongeurs de la gendarmerie. Rattachée aux 3 brigades nautiques du département, elle est basée à Pointe-à-Pitre et elle est peu connue. Elle est pourtant l'un des maillons essentiels de certaines investigations. Yvan Lemar et Patrick Curie sont allés à leur rencontre pour nous. L'unité de plongeurs de la brigade nautique est l'une des sections spéciales de la gendarmerie. Il y a déjà une sélection bien particulière. Ça s'adresse à tous les gendarmes de moins de 35 ans. Ils doivent réussir des tests de sélection. Les gendarmes qui réussissent ces tests de sélection sont ensuite envoyés à Saint-Mandrier, à côté de Toulon, pour une formation de 6 semaines au sein de la Marine nationale. Ceux qui réussissent cette formation de 6 semaines intègrent ensuite une unité nautique pour avoir la qualification de plongeur. Les membres formés sont polyvalents et peuvent effectuer des contrôles de pêche, des contrôles de clubs de plongée et des contrôles en mer. 2 points. La première, c'est pouvoir rappeler la vitesse dans la marina, c'est 3 nœuds. Voilà. Et je ne vois pas l'immatriculation. Oui, c'est sur les côtés, monsieur. Ouais, c'est que je vais à ma visite de sécurité. D'accord. Et après, je suis en passage de plaisance en nuque. D'accord. Je vais mettre mon immatriculation professionnelle sur le côté. Donc que ce soit la plaisance ou la professionnelle, l'immatriculation c'est sur les côtés. D'accord. Vous la mettrez sur les côtés. En fait, devant, on ne peut pas identifier. Ces plongeurs mènent aussi des missions de police judiciaire, ce qui demande une certaine maîtrise technique. Notre technicité nécessite le besoin de maîtriser à la fois la technique purement plongée, comme tout plongeur, mais également la technique métier, plongeur gendarmerie. C'est-à-dire qu'il faut être capable de plonger en toute sécurité, avec les matériels de plongée, mais également être capable de faire des recherches, de faire des constatations, de faire des prises de vue, de faire des prélèvements, de relever un corps, de conditionner. Voilà, donc ça c'est la partie technique, la partie professionnelle. Les deux sont essentiels. Des exercices pratiques sont régulièrement mis en place pour que chaque membre s'entraîne au moins une fois par semaine. Objet de l'exercice, technique de recherche. Alors on va simuler la recherche d'un apnéiste. Il y a un fusil lesté qui a été découvert en surface, au point GPS où nous sommes. Donc vous allez faire une technique de recherche en circulaire. D'accord. Profondeur à pas franchir 15 mètres, durée théorique de la plongée 20 minutes max. 90% des plongées effectuées se font en eau intérieure, c'est-à-dire dans les marinas, les étangs ou encore les rivières. Des entraînements spécifiques sont donc essentiels. Donc il peut être soit orienté uniquement sur la partie purement
technique de plongée, c'est-à-dire faire du travail de plongeur, être capable de remonter un camarade, d'assister un camarade, de donner de l'air à un camarade. Mais également, ça peut être un entraînement orienté sur la partie professionnelle, comme je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de se déplacer sous l'eau d'un point A à un point B, d'effectuer les recherches, de ne pas louper l'élément de l'indice que l'on recherche, être capable de faire des prises de vue vidéo, des photographies, être capable de prendre des mesures sous l'eau. Quelle distance se trouve entre le fusil de chasse sous-marin et l'apnéiste, être capable de relever un corps, être capable de conditionner une arme qui a servi à commettre un crime. Cette unité de plongeurs intervient sur toute la Guadeloupe et les îles du Nord. Elle effectue une centaine de plongées chaque année. Et on reste dans l'eau, mais en Martinique. Cette fois, chaque semaine, les seniors de Shellshare se réunissent pour faire du kayak, entretien de la forme et petit partage, un moment de partage ensemble, un moment auquel a assisté pour nous Alvin Courcy. Regardez. Ton sourire, ça va donner envie de prendre un kayak là, hein? Ok, on repart dans l'autre sens. Une fois la tête, les épaules et les bras échauffés, avant d'embarquer sur les frêles esquifs, il est important d'être détendu. Je commence par détendre un peu l'atmosphère, hein, c'est important, les mettre dans l'ambiance. C'est vrai qu'on a des seniors qui sont très à l'aise, il y en a d'autres moins, donc j'essaie quand même de mettre une certaine ambiance. Et puis j'enchaîne sur la détente du corps lui-même, donc en faisant des échauffements. Planter, d'accord, c'est pour avancer. Maintenant, on va chercher plus loin, d'accord? Une fois à l'eau et le mouvement de pagaie bien assimilé, il n'y a qu'à se laisser glisser. En plus de la détente, le kayak a certaines vertus physiques. Mon mal de dos que j'ai depuis des années, j'ai une petite scoliose, donc et puis j'ai pas d'arthrose. Je dors quand même passablement bien et je vis bien. Je suis heureuse, monsieur. Et je me suis dit, bon, ben Michel, on y va, sport dans l'eau, la mer, on a le soleil toute l'année, ben j'en profite et je suis très heureuse. Pour la plupart des adhérents, le kayak vient compléter une autre activité, le tout dans un esprit d'équipe convivial. Je pratique quand même un peu de natation, donc je m'occupe physiquement, quoi. J'ai des activités physiques me permettant de supporter bien la pratique du kayak. C'est quand même plus intéressant, ça fait des ouvertures, on discute avec les gens, on n'est pas tout seul dans son coin à pratiquer un sport. Moi je trouve ça intéressant. Et puis l'équipe là est très sympathique, on se tutoie, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloison et on est bien, quoi. Pour accueillir les 36 adhérents seniors, le Cercle nautique de la ville a répondu à un appel à projet de la Caisse de sécurité sociale. Une initiative qui vient dynamiser encore plus la ville de Shellshare, déjà labellisée Bien vieillir. Je trouve que c'est une bonne action parce que nous avons souvent des actions en faveur des jeunes, des enfants et des jeunes. Donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de retraités. La Martinique vieillit, donc on a beaucoup. Donc il faut penser à ces seniors pour qu'ils ne restent pas. Donc il faut lutter contre l'isolement aussi, la sédentarité. Les portes du Cercle nautique de la ville sont ouvertes à tous depuis janvier dernier, le lundi, le mercredi et le vendredi, de 8h à 10h. Rappelez-vous. Et pour finir ce journal, cette information, le Centre spatial guyanais effectuera ce soir son deuxième lancement de l'année. La fusée Ariane 5 aura pour passager un satellite internet pour le compte du Brésil notamment. Un vol qui devrait être assez rapide puisque 27 minutes et 23 secondes sont prévues pour ce voyage express. Un voyage nocturne prévu à 2h20 ce soir. Une fenêtre de tir de 3 heures a été mise en place pour la fusée. C'est la fin de votre journal local. Tout de suite, l'information continue avec nos confrères de BFM TV. À tout à l'heure.